On va dire qu'on va commencer nos travaux. Alors un grand merci à vous qui êtes là, vous étudiants de l'ESP, vous stagiaires de l'ESP, vous collègues et amis formateurs et autres que formateurs bien sûr, vous partenaires, donc encore un grand merci à Janine et à l'ASL 33, notre nom de solidarité laïque qui est notre partenaire pour les bourses. Merci à Eric et Stéphane qui assurent également la supervision technologique de ces boussoles. Alors, vous allez vous dire, mais où est passée la seconde intervenante? Alors, je vais vous dire, elle est au fond de son lit, quelque part en Seine-Saint-Denis. Elle a été attrapée par un mauvais virus et donc Caroline Isambert s'excuse de ne pas être là. On a eu un échange de mails, elle était vraiment désolée. Et donc, c'est Florine Leplâtre qui aura les épaules assez larges pour nous aiguiller en fait sur cette troisième boussole qui a pour trait la laïcité. Alors je crois que nous l'avons ici derrière nous, les valeurs de la République et de la laïcité. C'est le cadre de notre troisième boussole. Florine Leplâtre, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes professeur de lettres dans un collège ou un lycée? Un lycée de Seine-Saint-Denis. Bon, et vous avez participé avec l'aide de 4 ou 5 autres collègues du Cercle des enseignants et enseignantes laïques à cet ouvrage que j'ai lu plus d'une fois et que je vous recommande. Il s'appelle « Le petit manuel pour une laïcité apaisée » à l'usage des profs, des élèves, de leurs parents. Voilà, c'est un ouvrage que vous trouvez à la découverte. Alors l'un de nos partenaires, la machine à lire, l'a commandé en plusieurs exemplaires, donc il vous attend à la machine à lire, place du Parlement à Bordeaux. Cet ouvrage a été fait avec l'aide de Jean Bobbereau. Jean Bobbereau, nous l'avions invité à plusieurs reprises ici, il n'a pas pu venir pour des questions de problèmes de santé lui aussi. Alors c'est une personne qui a travaillé depuis très longtemps sur ces questions d'abord du protestantisme et puis il a glissé vers les questions de la laïcité. Alors il y a une anecdote qui est souvent rappelée et qu'il rappelle lui-même souvent, c'est à la suite des lois Savary de 1984, donc ces lois qui ont mis dans la rue 1 ou 2 millions de Français à Versailles, donc, le symbole historique d'être à Versailles pour s'opposer à ces lois du gouvernement socialiste de François Mitterrand en 81, donc ces lois Savary, et n'étant pas épaulé suffisamment par son gouvernement, étant finalement se rendant compte qu'il rendait mécontent l'ensemble des personnes qui étaient à la fois en faveur de cette loi et à la fois opposées à cette loi, eh bien, Jean Savary a jeté l'éponge. Or, cette loi de 84 revenait sur les fondements de cette loi fondamentale, cette loi cadre de notre République et notre République scolaire, celle de 1905, qui faisait la séparation des églises et de l'État. Et notamment, elle revenait sur un élément de 59, lorsque Michel Debré a été de manière assez fugace ministre de l'Éducation nationale, et il a, dans une loi, donné la possibilité à l'État de pouvoir financer des établissements confessionnels, notamment bien sûr catholiques. Alors en 2015, un point est fait, donc ce sont les chiffres en fait qui sont rapportés dans ce petit manuel, qui, encore une fois, je vais en parler avant de donner la parole à Florine, qui est à tout égard, je pense, indispensable. Les écoles confessionnelles représentent quelque chose comme catholiques représentent quelque chose comme 96% des écoles confessionnelles de France, 3% pour les écoles de confession juive et 0,3%, donc excusez les 0 et quelques pourcents qui traînent, mais 0,3% pour les écoles de confession musulmane. Donc vous le voyez, l'islam, avec un petit i quand il s'agit de la religion, est une religion qui n'est pas forcément concernée par les écoles confessionnelle. En revanche, l'islam avec ce grand I qui signifie finalement la population qui se réclame de l'islam, elle est devenue depuis une trentaine d'années au cœur des radars d'opinion et donc au cœur finalement de bon nombre de débats, certains très glissants, d'autres au contraire, comme on tâchera de le tenir ce soir, au contraire essayant d'éclairer des situations. Alors pourquoi faire venir l'une des rédactrices de ce petit manuel pour une laïcité apaisée ? Tout simplement pour la raison que nous sommes en SP, un endroit de formation, et notre premier public, ce sont les étudiants qui bientôt vont être des professionnels de l'enseignement et qui vont être aux prises avec des élèves pour les amener vers des apprentissages. Apprentissage généraliste au premier degré, apprentissage de spécialiste au second degré. Bon. Il nous a semblé intéressant de faire intervenir des personnes qui sont elles-mêmes des praticiens ou des praticiennes, qui sont, alors en Seine-Saint-Denis,
sans doute, mais comme à Bordeaux, autour de Bordeaux, en but à une population scolaire qui n'existait pas il y a encore 30 ou 40 ans dans nos écoles. Il faut juste rappeler que l'école de la République de 1881 à 1945 a amené de 1,5 à 2% d'une classe d'âge au baccalauréat. Il faut rappeler que de 1950 à 1969, soit pendant 20 ans, on est passé de 5% à 19%. Donc il y a eu déjà un saut, on va dire, quantitatif. Et il faut rappeler que de 1969 à 1985, on est passé de 19 à 27%. Et il faut rappeler que de 1980, je vais y arriver, de 1985 à 2016, soit pendant 30 ans, on est passé d'un saut de 27 à 80%. Donc la massification, c'est-à-dire une école de la République qui accueille vraiment toutes les couches populaires et les amène à niveau bac, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et donc il y a, sur ces 30 dernières années, un phénomène tout simplement démographique, pour beaucoup social, qui a amené une population qui n'existait pas dans les radars des collèges et des lycées, qui existait à niveau primaire. Donc vous pouvez imaginer qu'un enfant de primaire, ce n'est pas un enfant de collège ou de lycée, à rentrer dans notre école. Or, notre école a sûrement conservé, c'est l'un des points sur lesquels il y a actuellement des débats, a conservé des méthodologies, parfois des textes, souvent des représentations qui n'ont pas évolué aussi rapidement que cette massification a pu faire évoluer la réalité sociale ou sociologique de l'école. Par ailleurs, ces 30 dernières années sont les années de l'ouverture, de la mondialisation, qu'on appelle parfois la globalisation, si on veut prendre son mot anglophone, de l'Internet notamment, de l'abolition des frontières, on peut d'un clic ou rapidement, ou même d'un avion, passer d'un univers à l'autre. Rappelons qu'en 89, ça a été aussi la chute du mur de Berlin, et donc une chute historique et très symbolique. L'ennemi de l'Occident, ce n'était plus le bloc de l'Est, le bloc communiste des dictatures de l'Est, mais il a fallu rapidement, et on a rapidement trouvé un autre ennemi. Vous savez ce que c'est que cet ennemi. Donc tous ces éléments-là mélangés font qu'il y a des éléments de macro-politique, de macro-structure qui peuvent s'imposer sur ce qui va être pour nous le cœur de notre conférence de ce soir et puis du débat qui s'en suivra, qui sont tout simplement qu'est-ce qui se passe dans une école de la République entre un enseignant ou des enseignants, des élèves en situation d'enseignement, en situation d'apprentissage, qu'est-ce qui se passe pour que cette situation d'apprentissage soit une situation fonctionnelle, pertinente, sereine, efficace dans le sens où l'apprentissage doit fonctionner, et se passe dans les meilleures conditions pour une éducation inclusive, égalitaire et de qualité. Dans ce cadre-là, depuis une trentaine d'années, la laïcité a beaucoup changé de peau. On est passé d'éléments, on va dire, de retour du catholicisme avec la loi Savary qui n'a pas abouti à des éléments maintenant où on parle d'islamophobie ou d'angélisme pro-islam. Vous voyez, des choses qui finalement sont d'ordre de représentation sur lesquelles, évidemment, peut-être par les débats, on pourra rentrer, mais qui ne sont pas la porte d'entrée pour laquelle nous avons souhaité élaborer cette rencontre, cette conférence. Alors, j'ai parlé d'une anecdote de Jean Bobéro, la voici. Son professeur, son directeur de thèse en 1984, lui dit, écoutez, monsieur Bobéro, votre thèse, là, vous avez faite, bon, vous parlez de laïcité, c'est vraiment pas, ce n'est vraiment pas un champ d'études d'avenir. Donc, laissez tomber, passez à autre chose. Voilà. Donc vous lirez l'introduction faite par Jean Bobéro, c'est une introduction très descriptive. Vous lirez avec autant de profit que moi ce petit manuel pour une laïcité apaisée. Peut-être une des questions sera là, apaisée, mais pourquoi apaisée? Pourquoi n'était-elle pas apaisée? Vous verrez que ce texte fonctionne en deux grandes parties. D'abord par des analyses, répondant toujours de manière assez pratique, pragmatique mais pratique, et non pas d'une vulgarisation de très haut niveau, répond à des questions qui sont d'ordre, on va dire, épistémologique, d'évolution des textes, philosophique, symbolique, macro-stratégique, on a parlé un peu de tout ça peut-être, et puis très rapidement on passe à des questions d'ordre vraiment pratique. Des questions d'ordre vraiment pratique qui vous ont été données par le petit dépliant qui vous amène ici ce soir à venir écouter notre invité. Je n'ai que trop parlé. Donc je remercie encore très chaleureusement ma collègue Florine d'être venue pour nous parler finalement de cette école de la République, notre école, et puis de la laïcité. À vous la parole. Merci. Donc les micros sont allumés, je crois. Bonjour.
voilà, donc je vais à mon tour présenter un petit peu la démarche qui a été la nôtre pour aboutir à ce livre. Et présenter du coup pourquoi nous sommes réunis, pourquoi nous cinq avons travaillé sur ce sujet, alors que bon, on est 2 dans l'équipe, prof de français, enfin, on n'est pas amené à enseigner la laïcité comme telle, forcément, chacun. Nous avons fait le constat, en tant que jeunes enseignants en Seine-Saint-Denis, que la laïcité était de plus en plus mentionnée, à la fois dans les discours médiatiques et dans les discours institutionnels, qu'elle faisait l'objet d'une attention, qu'elle semblait faire l'objet d'une attention croissante, en tout cas à notre échelle, puisqu'elle a fait l'objet de beaucoup d'attention à d'autres époques aussi. Et simplement, voilà, elle a pris de l'importance, elle a fait de nouveau son entrée dans l'école, non pas uniquement comme principe, mais aussi comme objet d'étude, avec notamment, par exemple, la publication et l'affichage de la charte de la laïcité dans tous les établissements, à la rentrée 2013. Avec ce qui s'est passé également au moment des attentats de janvier 2015, où, suite aux attentats contre Charlie Hebdo, la ministre de l'Éducation et d'autres personnalités également ont assigné à l'école la mission d'enseigner davantage la laïcité, comme si c'était un rempart contre la violence. Enfin, c'est surtout l'idée que l'école aurait failli à sa mission, quelque part, avec ce qui s'est passé autour des attentats. On a constaté également qu'il y avait que la laïcité faisait l'objet d'appropriations diverses et avec lesquelles on n'était pas toujours d'accord. Notamment, je pense à Marine Le Pen qui s'insurge contre les prières de rue. On a vu l'été dernier aussi que maintenant le Front National estime que porter des tenues couvrantes sur la plage, ce serait une entorse à la laïcité, etc. etc. Donc on s'aperçoit que la laïcité fait l'objet d'une appropriation qui nous déplaît. En même temps, on est enseignant et on doit respecter la laïcité et l'enseigner, enfin faire part de ce que c'est. Et du coup, on a fait un travail de réappropriation de cette notion, collectivement, en s'attachant à relire des textes. Et également en rencontrant donc Jean Bobéro, c'est l'éditeur en fait qui nous a fait nous rencontrer, Thomas Deltombe, qui est également l'auteur d'un travail d'analyse sur l'islamophobie dans les médias depuis une 30aine d'années. Il nous a proposé de nous associer pour faire naître quelque chose qui serait la synthèse entre des analyses, les analyses historiques sociologiques de Jean Bobéro et nous, effectivement, notre pratique de terrain. Ça nous a beaucoup intéressé de travailler avec lui, donc on a procédé par entretien. Et puis après, il nous a aussi aiguillés vers des lectures. Voilà, et on s'est mis finalement à découvrir à quel point la laïcité pouvait être quelque chose enfin, un outil complexe, un outil à faire vivre dans les classes. Et on s'est rendu compte de la manière dont c'était possible de permettre aussi aux élèves de se le réapproprier. Je voudrais simplement là, le mentionner brièvement, mais quand on commence à sonder les élèves sur leur représentation de la laïcité, on s'aperçoit que beaucoup ont une impression fausse et pensent par exemple qu'il s'agit d'interdire par exemple toute expression de la religion. Il y a même des élèves qui croient, du coup, puisque certains édiles prétendent que ça serait contraire à la laïcité d'offrir autre chose que du porc à la cantine, il y a des élèves qui finissent par le croire, et par croire que les menus de substitution, par exemple au porc, ça serait contraire à la laïcité. Donc voilà, ce travail vise aussi à clarifier les idées de tous et à permettre une réappropriation de ce principe. Une réappropriation qui soit un petit peu nuancée. Donc avant d'entrer dans certaines des questions qu'on aborde dans le livre, que j'ai choisi je fais une petite sélection de choses qui, je pense, peuvent être intéressantes ce soir, et puis après,
je choisis aussi de laisser des choses pour la discussion. Je vais commencer par proposer une définition synthétique de la laïcité telle qu'elle nous apparaît à l'issue de ce travail, et vous allez voir qu'on peut du coup comprendre pas mal de choses sur la laïcité rien qu'en se remettant en tête cette définition. Donc on peut considérer que la laïcité comme la séparation du pouvoir politique et des autorités religieuses, et on peut la définir surtout par l'articulation de 4 principes. 4 principes qui sont d'abord 2 finalités: la liberté de conscience. Donc, la liberté de conscience, ça inclut à la fois la liberté de croire, la liberté de religion et la liberté de ne pas croire, qui inclut l'égalité des citoyens devant la loi, par exemple, notamment de ne pas faire l'objet de discrimination en fonction de sa religion. Et les 2 autres principes sont plutôt des moyens pour aboutir à ces finalités. Ce sont d'une part la séparation du pouvoir politique et des autorités religieuses, et d'autre part la neutralité de la puissance publique envers les différentes religions. Voilà. À partir de cette définition, j'aimerais revenir d'abord brièvement sur quelques questions d'analyse qu'on a mis au jour, et d'abord quelques éléments historiques. Donc je voudrais simplement rappeler ce que signifiait la construction de l'école publique laïque à la fin du XIXe siècle, et rappeler le contenu et les enjeux de la loi de 1905. Donc l'école laïque, ça a été construite par la Troisième République, et il s'agissait de revenir à ce moment-là sur l'emprise de l'Église catholique sur l'enseignement, qui avait, puisque c'était les congrégations religieuses en fait qui se chargeaient essentiellement de l'enseignement à ce moment-là. Et donc quand Jules Ferry devient ministre de l'Instruction publique en 1879, il s'agit d'établir une école qui soit obligatoire et qui s'adresse à tous. Et donc les différents enjeux de la laïcisation pour lui à ce moment-là, c'est de rendre laïques les programmes, donc les contenus d'enseignement, de laïciser le personnel enseignant, et laïciser également les lieux, faire en sorte, notamment par exemple, que les lieux n'affichent plus une appartenance religieuse. Et à cet égard, je voulais rappeler que dès ce moment-là, se sont fait jour des débats, voire des conflits, sur la manière dont devait se construire cette école laïque. Puisqu'il y avait, dès cette époque, des personnes qui défendaient une vision très anti-religieuse de la laïcité, et d'autres qui voulaient simplement laisser une certaine place à la religion, mais qui soit plutôt extérieure à l'école. Et notamment, on le sait parfois, mais peut-être pas tout le monde, que l'origine du fait qu'on n'ait pas école au milieu de la semaine, le mercredi, c'était au départ, donc avant c'était le jeudi, et c'était pour permettre aux enfants d'aller au catéchisme. Donc c'était une sorte de concession faite à l'Église catholique. C'était aussi, en fait, c'était une manière à la fois de laisser une place, mais que cette place ne soit pas ni sur le lieu de l'école, ni sur le temps scolaire. Donc c'était voilà, une manière, pour le coup, de séparer à la fois de manière temporelle et physique les choses, d'éviter du coup aussi la confusion. En fait. Voilà, donc c'est l'arbitrage qui a consisté à dire on va mettre un jour chômé dans la semaine. C'était voilà, une façon de gérer les différentes exigences des forces sociales de l'époque. Et Jules Ferry a rappelé à la loi les écoles qui auraient ouvert leurs portes le jeudi. Il disait non, on n'ouvre pas le jeudi, c'est le jour réservé à l'instruction religieuse pour les familles qui les souhaitent.
D'autre part, il y avait cette idée qu'il fallait plus qu'il y ait des crucifix sur les murs des écoles, puisqu'on était dans un processus de laïcisation. Et au lieu par exemple, de retirer tous les crucifix d'un coup à la rentrée 1882, la stratégie a été de les retirer petit à petit au fur et à mesure des rénovations de bâtiments. Et donc voilà, c'est un exemple comme ça de la façon dont les choses se font, non pas en douce, mais simplement de manière progressive, et en fait dans le but de désamorcer les conflits. Puisque on est quand même à une époque où, sachant que l'Église a beaucoup d'importance, le but de la République, c'était de susciter l'adhésion, une adhésion massive de la population. Donc l'enjeu ainsi de la laïcité, c'était vraiment de désamorcer toutes les sources de conflits possibles. Il y a aussi un exemple au sujet des signes religieux, une anecdote que l'on peut raconter. Un journal catholique en 1882 qui s'appelle L'Univers, donc suite à la mise en place de cette loi sur l'école laïque, a proposé aux élèves de venir avec des grosses croix autour du cou, par provocation, pour voir ce qui allait se passer. Voilà. Et l'instruction a été donnée de ne rien faire, de ne pas interdire ou exclure, précisément en fait pour se dire que c'était de traiter la provocation avec intelligence et pour pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà, et enfin, je peux rappeler un dernier exemple. Donc, il y a eu sur les conflits, la manière de les gérer à cette époque. Il y a eu en 1883, le pape a mis à l'index des manuels scolaires donc il y avait des passages c'était notamment un manuel de Paul Bert avec des passages qui défendaient une morale laïque un peu trop anti-religieuse. Et donc, on peut dire quoi, c'est le Vatican qui écrit les manuels scolaires maintenant, ça va pas du tout. Et en fait, le choix qui a été fait, ça peut surprendre, mais c'est donc non pas de retirer le manuel, mais de retirer les quelques phrases incriminées, en disant que c'était après aux enseignants de transmettre la morale laïque, évidemment à l'oral, mais que du coup, en retirant ce qu'il y avait de vraiment problématique à l'écrit, ça permettait que le manuel soit utilisé, et de supprimer la source précise de discorde. Alors après, on peut dire que c'était laissé peut-être certains enseignants un peu seuls dans des endroits où l'Église catholique aurait été plus tatillonne ou puissante, mais c'est une autre histoire. En tout cas, je voulais quand même montrer comme ça qu'il y avait eu des conflits qui pouvaient être très, très violents. Et qu'il s'agissait à chaque fois, il y avait à chaque fois des stratégies à adopter. Et la circulaire d'application en fait, de la loi de 1882 disait justement expressément qu'il ne s'agissait pas d'une loi de combat, mais d'une loi, je cite, une des grandes lois organiques destinées à vivre avec le pays. Voilà, donc finalement l'objectif de la neutralité religieuse ne passait pas par une éradication du religieux, mais simplement une façon de vivre avec. En fait, avec l'objectif de, finalement, si on en dernière analyse, d'isoler les éléments les plus radicaux de l'Église catholique, qui se trouvaient. En fait, il y a du coup que les catholiques les plus militants qui pouvaient s'opposer à ces différents aspects de l'école laïque. Voilà, donc c'est quelques éléments, quelques anecdotes pour parler de l'école de la Troisième République. Je voulais maintenant parler de manière un petit peu plus générale de la loi de 1905, puisqu'on en parle souvent beaucoup, la loi de 1905. Et donc elle ne concerne pas directement l'école, hein. Elle est bien plus large que cela. Mais j'aimerais tout de même en lire un article et rappeler à quoi elle servait. J'ajoute aussi que, donc là je raconte des choses qu'on présente dans le livre. Notre partie analyse s'appuie aussi sur des documents qu'on cite, donc c'est assez utile aussi c'est des choses qui peuvent être utilisées directement en classe. On a fait par exemple une sélection d'articles de la loi de 1905, entre autres.
Voilà, donc la loi de 1905, c'est donc une étape importante de la laïcisation de la République. Et c'est l'enjeu, précisément, c'est de mettre fin au régime des cultes reconnus, qui avait cours au XIXe siècle. Et il s'agit donc de mettre fin en fait, au conflit des deux France, entre la France catholique et la France républicaine. Un enjeu, si on veut, à la limite presque plus politique, c'est d'asseoir vraiment la République. Parce qu'on sait bien que le XIXe siècle a vu une succession de nombreux régimes politiques. Donc, dans un objectif de stabilité politique, il fallait arriver à réguler les rapports avec les églises. Donc, l'enjeu, donc, mettre fin au régime des cultes reconnus qui avait été mis en place par Napoléon au début du siècle, et qui faisait que les clergés, le clergé catholique était salarié par l'État. Voilà, donc il s'agit, l'article 2 en fait, de la loi de 1905 a cette dimension négative, il dit que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, qu'il s'agissait de mettre fin à cela. Mais l'article 1 de cette loi, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais qui est assez essentiel, je vais le lire, c'est « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Voilà. Donc c'est l'article 1 ainsi, finalement, met l'accent sur la liberté de conscience. Et la séparation qui est évoquée à l'article 2 vient en second, et donc un moyen qui permet la liberté de conscience et l'égalité des citoyens devant la loi. Voilà, on a proposé aussi une sélection d'articles, notamment l'article 28 qui dit qu'il est désormais interdit d'apposer des signes religieux sur les bâtiments. Donc à l'époque, il n'était pas vraiment question de signes religieux portés sur les personnes, en tout cas dans le texte, mais sur les bâtiments. Voilà. Et l'article 31, on le rappelle aussi, qui précise qu'on punit également des mêmes peines ceux qui, par voie de fait, de violence ou de menace contre un individu, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte. Donc, voilà, vraiment cette idée d'une loi un peu d'équilibre, qui est donc, c'est donc une loi qui se présente comme, qui ne se présente pas comme anti-religieuse. Évidemment, il s'agissait une fois de plus de faire admettre cela à la majorité des catholiques qui n'étaient pas encore tous acquis à cette conception. Alors, évidemment, cette loi, elle ne s'est pas écrite en un jour sur les bancs de l'Assemblée, elle a aussi fait l'objet de débats sur ce qu'il fallait garder ou pas dans la loi, etc. Et il y a eu aussi du coup des débats sur ce qu'il fallait préciser, ce qu'il fallait interdire. Et pour l'anecdote, je voulais rappeler aussi qu'il y a eu une discorde entre certains concepteurs de la loi sur la question du port des signes religieux par les prêtres. En fait, il a été évoqué l'idée d'interdire la soutane à un moment. Et en fait, Aristide Briand, donc le rapporteur de la loi, a dit que ce serait d'une part ridicule d'imaginer que des policiers pourraient verbaliser des prêtres. Enfin, disons que c'était pas ça relevait pas vraiment de la sécurité publique, quoi. Et d'autre part, qu'on pouvait faire confiance à l'imagination des tailleurs pour trouver tout un tas d'autres signes, et que donc il valait mieux considérer la soutane comme un habit comme un autre, que n'importe qui pouvait porter d'ailleurs. Évidemment, ça c'est le point de vue républicain, hein. L'Église ne doit pas forcément apprécier qu'on se déguise avec une soutane, mais enfin, voilà. L'idée c'est que la République, les républicains à ce moment-là ont fait le choix de ne pas interdire ce signe. Après, ça allait avec des choses qui, évidemment, ont beaucoup déplu à l'Église catholique. Hein. Le fait de ne plus salarier le clergé, évidemment, c'était un événement très très important. Puis après, il y a eu aussi des débats un peu plus subtils sur la façon dont l'État allait laisser les lieux de culte aux églises. Finalement, ça s'est fait de manière assez souple, mais initialement,
les concepteurs avaient considéré qu'il fallait que les églises se constituent en association, fassent des demandes officielles pour obtenir le droit d'utiliser les bâtiments religieux. Et comme l'Église catholique n'était pas forcément d'accord, pour éviter justement des conflits, le fait que des communautés en fait, paroissiales soient interdites d'église, ils ont préféré ne pas tenir compte de ça en fait, dans l'application. Et ne pas demander aux églises, aux paroisses de se constituer en association pour pouvoir laisser en fait, l'utilisation des bâtiments religieux tel qu'il était. Si bien que on a quelque chose une situation qui a encore un peu cours aujourd'hui, c'est-à-dire que l'État reste propriétaire des murs de beaucoup de bâtiments religieux, mais ne salarie plus le clergé. Voilà, donc ça fait finalement, il s'agit de montrer ici qu'on a une loi qui est principalement une loi de compromis. Voilà. Pour finir sur l'histoire, je voulais aussi évoquer brièvement une question que l'on a posée, qui s'est posée. C'est est-ce que la laïcité s'est appliquée partout en France? Est-ce qu'elle s'applique partout en France aussi aujourd'hui? La réponse est non, en fait. Elle s'est appliquée en France métropolitaine quand elle a été édictée. La France métropolitaine, à l'époque, n'incluait pas l'Alsace et la Moselle. Et donc, voilà, actuellement, il y a encore un régime dérogatoire pour l'Alsace et la Moselle, puisque ces départements ont été rattachés après. Et en fait, il est resté un système de culte reconnu. Donc là-bas, il y a de l'instruction religieuse à l'école et le clergé est salarié. Mais à l'époque, la France était une puissance coloniale importante. Et en fait, c'était pas, la République n'avait pas les mêmes intérêts en métropole et dans certaines colonies. Donc là où les républicains avaient intérêt et souhaité qu'il y ait séparation sur le territoire métropolitain, en fait, notamment en Algérie, on a gardé un système où en fait, la France continuait à salarier les imams pour garder un contrôle. Voilà, donc on le traite très très brièvement parce que bon, c'est vraiment des questions historiques après qu'on n'a pas eu le temps de creuser, mais c'est pour rappeler aussi que tout ça est à chaque fois le fruit de stratégies politiques et d'équilibre et que voilà, donc en fait en Algérie il y a même dans les années 30 des gens qui ont des imams et des membres de la société civile qui ont demandé à ce que le régime de séparation s'applique. Et la France n'a pas voulu, parce que c'était pas dans la puissance coloniale, c'était pas dans ses intérêts à ce moment-là. Et encore de nos jours, l'application est un peu différente aussi dans certains territoires d'outre-mer, notamment en Guyane, par exemple, on salarie encore des prêtres. Voilà. Donc je suis très brève là-dessus, d'une part parce que mes connaissances sont limitées, d'autre part parce que ces petits rappels visent surtout à montrer que la laïcité n'est pas une et absolue. Et, voilà. Et quand on parle de la laïcité comme d'une valeur essentielle de la République, il y a parfois des accommodements aussi avec les dimensions qu'on lui donne. Voilà. Toujours pour rappeler toujours dans le cadre analytique, j'aimerais du coup poursuivre cette question de la laïcité qui serait parfois présentée comme une exception française en questionnant cette évidence et en se demandant est-ce que vraiment il n'y a que les Français qui sont laïcs et comment ça se passe ailleurs, puisqu'il ne me semble pas que le monde soit entièrement rempli de théocratie. Voilà, donc si on considère la laïcité comme un régime qui accorde la liberté de conscience, traite les citoyens de manière égale selon leurs convictions, on s'aperçoit qu'il y a différentes modalités de mise en œuvre de ce principe et que la façon dont la France sépare la puissance publique vraiment de
des églises, peut se retrouver dans d'autres pays. Donc notamment, on a fait un travail surtout en regardant ce qui se passait en Europe. Le régime français de laïcité peut être très, très comparable avec ce qui se passe aux Pays-Bas, en termes de séparation assez nette, et aussi au sein du Royaume-Uni, les régimes sont très différents d'une partie à l'autre, et au Pays de Galles et en Irlande du Nord, il y a également une séparation assez nette des églises et de l'État. On a ensuite deux autres modalités, on va dire, de rapport entre État et religion qu'on a pu relever. Il y a l'Église établie, ou le culte reconnu en Angleterre. Alors, ça peut sembler paradoxal de le mentionner là. On pourrait considérer que l'Angleterre, ça n'a rien à voir avec la laïcité, puisqu'il y a l'Église anglicane. Mais finalement, tout dépend de la façon dont on définit la laïcité. Si on s'intéresse si on s'aperçoit que la laïcité, c'est d'abord la liberté de culte, l'égalité, et donc la neutralité de la puissance publique par rapport aux citoyens, eh bien, l'Angleterre accorde cela. Et même s'il y a une église d'État en Angleterre, par exemple, les citoyens sont traités de manière égale. Donc en fait, voilà, c'est une manière différente de traiter de réguler les rapports entre État et religion. Mais on peut rappeler aussi qu'en Angleterre, par exemple, l'enseignement a été déconfessionnalisé. Enfin, il y a eu un enseignement public non confessionnel plutôt qu'en France, d'une dizaine d'années avant. Voilà. Et enfin, donc, il y a un système de cultes reconnus, donc, qui sont plusieurs, en Belgique, en Autriche et en Alsace-Moselle, avec à la fois une église catholique et des églises protestantes. Voilà, donc ça c'est pour le cadre général de la laïcité. Maintenant, sur la laïcité et l'école, c'est pareil. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs manières de traiter la neutralité religieuse et de traiter la religion à l'école. Une fois de plus, on n'a pas du tout été capable de faire un tour du monde exhaustif. Mais simplement, rappeler que les débats, par exemple, sur la neutralité de l'enseignement ne donnent pas forcément tous lieu aux mêmes conclusions. Ainsi, si il y a l'idée quand même que dans l'enseignement public, on ne doit pas imposer de point de vue religieux aux enfants, certains pays considèrent que l'enseignement peut être neutre, même si les enseignants manifestent leur religion. Qu'un enseignant peut porter un signe religieux et malgré tout dispenser son enseignement, sur quelque sujet qu'il soit, de manière neutre. Donc il existe un certain nombre de pays où les enseignants du public ont le droit de manifester leur religion. C'est le cas par exemple de la province du Québec au Canada. En Allemagne, ça dépend des Länder par exemple. C'est des choses finalement qui font l'objet d'interprétations, mais la neutralité finalement de l'enseignement n'est pas toujours interprétée comme une limitation stricte du droit à exprimer sa liberté. Et ensuite, pour finir sur la neutralité des élèves, c'est là pour le coup c'est la France et les Pays-Bas qui interdisent le port de signes religieux aux élèves principalement, parmi les pays que j'ai évoqués. Les autres pays plutôt pas, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ça ne fait pas partie spécialement, que la manifestation de la religion par les élèves n'est pas une entrave à la neutralité de l'enseignement. Voilà, donc là, maintenant je vais revenir un petit peu à la France, qu'on connaît mieux et qu'on a un peu plus étudié, pour évoquer ce qui s'y passe en matière de laïcité, de religion et d'école depuis les années, disons depuis les dernières décennies, puisqu'on sait que donc la loi de 2004, de mars 2004, sur les signes religieux à l'école, impose assez clairement une neutralité religieuse aux élèves. Et ce que j'aimerais rappeler, montrer, expliquer, c'est qu'il s'agit de quelque chose de relativement nouveau, puisque ce qui se passait au moment où on construisait l'école laïque de la Troisième République, on se préoccupait essentiellement de la neutralité des enseignants, des programmes, des lieux. Donc l'idée que les élèves devraient être neutres, c'est une question qui s'est posée à différents moments de l'histoire,
notamment un petit peu dans les années 30, mais qui s'est posée de manière plus aiguë à partir de la fin des années 80, et qui a été traitée donc dans le sens d'une interdiction plutôt de l'expression religieuse par la loi de 2004. Mais ce que j'aimerais montrer, c'est que cette loi de 2004, beaucoup d'entre vous le savez, mais peut-être pas tout le monde, évidemment, elle a fait l'objet de débats, mais que même au sein des autorités de l'État, la conception de la laïcité, qui justifie en fait l'interdiction des signes religieux, a un peu évolué. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en 1989, il y a eu ce qu'on appelle l'affaire des foulards à Creil, où il y a eu un conflit entre des élèves et les autorités d'un établissement. Des élèves portant un foulard et le proviseur souhaitant interdire le port du foulard et exclure ses élèves. Et les élèves n'en démordaient pas. Donc il y a un moment où ça a pris de l'ampleur. Et c'est arrivé, le conflit a été porté même en justice. Et à ce moment-là, il y a eu un avis du Conseil d'État qui rappelait que, en fait, si les élèves n'étaient pas soumis à l'interdiction, à la neutralité vestimentaire, et que ce qui était interdit, c'était le prosélytisme. Et moi, j'ai été élève dans les années 80-90. À ce moment-là, on parlait beaucoup de prosélytisme. On n'en parle plus tellement maintenant. On parle beaucoup de laïcité, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années 90-2000, c'est qu'au début, on est passé d'une attention portée au prosélytisme, qui était, pour le coup, le prosélytisme religieux était interdit et était refusé, à une attention portée aux signes religieux. Et en 2004, la loi interdit les signes ostensibles, c'est-à-dire que les signes religieux, je vais vous lire après le texte, la phrase en question, mais voilà, à un moment, si vous voulez, en 89, on considérait que ce qui était problématique, c'était le comportement. Je disais, s'il y a des élèves qui font du prosélytisme, ça ne va pas. Si elles parlent de leur religion à l'école en essayant de convaincre les autres, ça ne va pas. Et petit à petit, à travers différentes étapes, d'abord en 94 avec la circulaire Bayrou, puis avec la loi de 2004, on en est venu finalement à considérer que le port d'un signe était en soi du prosélytisme, que exprimer du coup sa religion était en soi quelque chose de militant finalement. Et voilà, donc là il s'est passé du coup quelque chose vraiment un changement de perspective à ce moment-là, qui explique ce à quoi on est abouti, c'est-à-dire donc une loi, une circulaire d'application, et puis ensuite aussi de nouveaux débats, de nouvelles propositions de loi également. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi de 2004 a été suivie aussi par la circulaire Châtel de 2012, qui, alors c'est pas complètement, elle n'interdit pas complètement aux parents qui accompagneraient des sorties scolaires d'exprimer leur religion, mais elle autorise les chefs d'établissement à refuser à des parents notamment le rôle d'accompagnateur de sortie, s'il ou elle porte un signe religieux. Voilà, donc on est passé, du coup, l'exigence de neutralité a glissé petit à petit, d'abord vers les élèves, puis vers les parents d'élèves. Alors après, avec des nuances, les parents d'élèves ont toujours le droit de venir à des réunions, non seulement des réunions parents-profs, mais de siéger à un conseil, etc., en portant un signe religieux. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même ce glissement qui fait que désormais, pour accompagner une sortie scolaire, un parent qui porte un signe religieux peut être exclu. Voilà, ce que j'aimerais, du coup, là, pour finir sur les analyses, j'aimerais finir sur deux petites choses. D'abord, vous lire un petit extrait de la circulaire d'application de la loi de 2004, pour vous montrer à quel point elle ouvre
elle ouvre la voie à beaucoup d'interprétations et parler du coup un petit peu des conséquences de cette loi sur le rapport entre école et religion. Alors, voilà, donc je rappelle que l'avis du Conseil d'État de 89 que j'ai mentionné disait « Le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation des croyances religieuses. » Ça, c'était un avis de 89. Et le texte de la loi de 2004 revient dessus. Notamment, je vous lis un extrait qui figure, qu'on a sélectionné. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le problème après, c'est de savoir lesquels. Ensuite, c'est la circulaire du coup de la loi parue en mai 2004 qui va préciser cela. Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s'appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l'apparition de nouveaux signes, voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi. La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets. Voilà. Alors, vous voyez que cette phrase, je ne sais pas si il y a peut-être des chefs d'établissement ou des CPE dans la salle, ou des gens qui le seront, elle est un petit peu... je pense qu'elle laisse parfois la communauté scolaire un peu perplexe, et en tout cas, elle ne répond pas forcément à l'exigence d'apaisement qu'il avait portée, puisqu'on voit bien que si elle distingue entre des signes ostensibles et des signes discrets, en vérité, c'est difficile à définir. On s'aperçoit bien que dans les établissements, ça fait l'objet de débats, ça, ce qui est ostensible et ce qui est discret. Et d'autre part, quels signes sont... disons quel objet ou quel vêtement est un signe religieux ou pas, le texte de la circulaire, en fait, demande à la communauté scolaire de le décider. Et c'est ça qui est un peu problématique dans cette circulaire. C'est pour ça qu'elle a fait l'objet de conflit. C'est-à-dire que ce qui s'est passé après 2004, alors que les défenseurs de la loi prétendaient que ça allait régler tous les problèmes, en vérité, selon finalement les opinions personnelles des acteurs de la communauté scolaire, il y a des objets, des vêtements qui étaient perçus comme religieux et à interdire, ou d'autres qui étaient juste... qui étaient laissés... qu'on laissait porter aux élèves. Donc notamment, il y a des établissements, et on a recueilli des tas de témoignages sur notamment les vêtements, les jupes longues de couleur sombre. Donc, les jupes longues de couleur sombre, c'est pas interdit techniquement, mais il y a certains CPE ou proviseurs, ou enseignants d'ailleurs, qui considèrent que c'est un signe religieux. Pareil, les jeunes femmes qui, donc, clairement, le foulard porté intégralement sur les cheveux, ça a été clairement interdit, c'est nommé comme tel. En revanche, certaines jeunes filles ont accepté de retirer le foulard le plus courant dans le hijab, mais ont souhaité, malgré tout, maintenir quelque chose de discret sur leurs cheveux, en fait, notamment en portant parfois des bandeaux. Et évidemment, selon que vous êtes... que vous avez un nom arabe ou français, par exemple, le port du bandeau ne va pas être interprété pareil. Et on est allé même jusqu'à des situations un petit peu absurdes, où une jeune fille qui porte un bandeau un peu large prétend que ce n'est pas un signe religieux, ou affirme qu'il s'agit d'un accessoire de coiffure, et le proviseur essaye de chercher la petite bête, etc. Et une mère d'élève nous a raconté comme ça, qu'elle s'était retrouvée dans un bureau de proviseur à demander au proviseur quelle était la largeur du bandeau, laïque ou pas laïque. Et en fait, évidemment, c'est insoluble. Voilà. Donc voilà, je voulais quand même montrer ça, montrer les problèmes que cela pose. Pour finir cette question d'analyse, en évoquant les conséquences un peu de la loi de 1904, donc j'en ai évoqué une,
c'est-à-dire la chasse aux supposés signes religieux. Une autre, c'est la chasse aux signes religieux ailleurs que chez les élèves. Et donc ça a été, par exemple, donc la circulaire Châtel, mais c'est aussi, il existe il y a des ministres ou aussi des professeurs d'université qui demandent maintenant à ce qu'on interdise le port de signes religieux à l'université. Ce qui est une extension importante parce qu'il y a des arguments, certains arguments utilisés pour justifier la loi de 2004, notamment la jeunesse des élèves, le caractère mineur des élèves, etc., ne marchent plus à l'université. Mais comme on a fini par considérer que l'expression, la manifestation de sa religion était en soi une entorse à la laïcité, en effet, pourquoi pas interdire tout signe à tout moment. Donc voilà, pour résumer cette analyse, ce qui nous apparaît un peu surprenant peut-être, c'est à quel point le glissement s'est opéré et continue de s'opérer entre la laïcité conçue comme liberté d'expression et de conscience, et égalité des citoyens devant la loi, et la laïcité conçue comme neutralité qui devrait s'étendre à tout le monde, en tout lieu, etc. Et comme finalement, d'une certaine façon, une éradication de tout signe de religion. En fait. Voilà, donc après ça, on pourra revenir sur ce qui vous intéresse le plus dans les questions après. Mais je vais quand même poursuivre mon exposé avec simplement 2 points que j'emprunte à la partie de notre livre qui s'appelle « Pratique », organisée en 13 questions, qui n'épuisent évidemment pas le sujet, mais on montre où là on s'appuie moins sur nos lectures et plus sur notre expérience, et notre lecture des programmes aussi un petit peu, où on montre vraiment plutôt les questions d'application concrète de la laïcité à l'école. Ça peut être, alors ça peut se définir un peu en deux pôles. Il y a la façon de respecter la laïcité quand on aborde un peu n'importe quoi, et il y a aussi la façon de parler de religion de manière laïque, et puis il y a enseigner la laïcité. Il s'agit à la fois d'être laïque, de suivre finalement, de suivre les principes de laïcité, et d'autre part d'enseigner la laïcité comme un principe important pour la République. Donc j'ai choisi simplement d'évoquer 2 questions. Une des questions qui est comment enseigner la laïcité, et l'autre question c'est comment aborder de façon apaisée des œuvres religieuses à l'école laïque. On pourra parler d'autres questions ensuite. Comment enseigner la laïcité? D'abord, la laïcité donc, est entrée vraiment dans les programmes, finalement, elle était là déjà en filigrane, mais elle est vraiment entrée dans les programmes plutôt dans les années 2010. Il incombe seulement à qui il incombe de l'enseigner, c'est aux professeurs des écoles, évidemment, puisqu'ils enseignent toutes les matières. Et dans le secondaire, c'est essentiellement les professeurs d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique. Et les professeurs de philosophie peuvent être amenés aussi à en parler vraiment concrètement. Voilà. Dans les autres disciplines, ça va être plus à la marge. On doit faire vivre le principe de laïcité, mais on n'a pas vraiment l'occasion de l'enseigner en soi. Voilà, donc sur la manière d'enseigner la laïcité, je voulais évoquer plusieurs pistes. D'abord, s'il s'agit, si on s'adresse plutôt à des lycéens ou à des grands élèves, il nous apparaît important enfin c'est pas que à nous, c'est dans les programmes, mais de montrer que la laïcité peut être un principe pluriel, et notamment en terminale, on étudie différents philosophes qui ont pu avoir différents rapports à la religion et différentes définitions de ce que c'était que la liberté
incluant la liberté de conscience. Donc on peut montrer, par exemple, que Rousseau, Locke ont des conceptions opposées, et qu'il peut en découler différentes définitions de ce que c'est que la laïcité comme principe garantissant la liberté de conscience. Pour faire bref, Locke défend une vision très libérale, donc de non-jugement, de non-ingérence, tandis que Rousseau avait l'idée d'une religion civile, où finalement les religions telles que déjà instituées devaient plutôt être éliminées, en fait, pour laisser la place à la religion civile. Maintenant, la laïcité telle qu'elle est évoquée dans les programmes du primaire, qu'on n'a pas pratiqué nous, mais on a quand même consulté, elle est mentionnée d'abord comme principe de tolérance à l'égard des différentes convictions ou opinions. Voilà. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est que donc on a la charte de la laïcité qui est affichée dans tous les établissements, et qu'on peut en faire une étude. C'est-à-dire, on peut organiser des débats autour de ces différents articles, ou faire en sorte que les élèves se l'approprient, l'illustrent, la réécrivent, alors, avec leurs mots, par exemple. Et en tout cas, qui se demandent à quel principe de la laïcité correspondent les différents articles. Parce que si on regarde d'un peu près la charte de la laïcité, on peut s'apercevoir qu'il y a parfois des dimensions un peu contradictoires. C'est en ce sens que je dis qu'il peut y avoir, finalement, certains articles peuvent faire l'objet de débats, même s'il ne s'agit pas d'une remise en cause complète, mais simplement de voir voilà, ce qui peut ne pas couler de source directement. Et enfin, ce qui peut être intéressant si on est enseignant d'histoire, c'est qu'on peut aborder la laïcité à la fois d'un point de vue de l'enseignement moral et civique, donc tolérance, question de vivre ensemble, etc., et à la fois d'un point de vue strictement historique. Notamment, il y a un objet d'étude qui est Jules Ferry et l'école gratuite, laïque et obligatoire dans les programmes d'histoire. Et donc on peut montrer comment la laïcité s'est construite, a fait l'objet de débats à travers l'histoire. Donc historiciser la notion. Voilà, donc ça c'est des pistes qu'on évoque ici, que je ne développe pas parce que pour le coup j'aurais bien aimé que ma collègue Caroline soit là, mais moi je suis prof de lettres, donc c'est pas vraiment du coup, j'ai pas eu à mettre en œuvre cet enseignement. Mais par contre, j'ai eu l'occasion d'animer des débats, une formation sur la laïcité en tant qu'intervenante extérieure dans un lycée. Et là où on avait choisi de partir de situations concrètes, de petits cas d'études qu'on soumettait à des groupes d'élèves pour faire émerger leur représentation de la laïcité, où ça apercevait un peu parfois que certaines conceptions pouvaient être erronées, et que certaines situations pouvaient complètement faire l'objet de débats et n'étaient pas nécessairement... qu'on ne pouvait pas nécessairement les trancher de manière claire et nette, même nous en tant qu'enseignants. Donc on avait par exemple proposé un rectorat fait venir des religieuses pour surveiller des examens, parce qu'il n'y avait pas assez de surveillants, ou je sais pas quoi. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que ça marche? Une mairie décide de supprimer des repas de substitution. Est-ce que c'est contraire à la laïcité? Est-ce qu'elle a le droit? Etc. etc. Ensuite, donc une élève voilée vienne en cours, ça, on sait bien que c'est interdit par la loi actuellement. Mais si un élève crie Allahu Akbar dans un couloir, non seulement qu'est-ce qu'on doit faire, mais quel est le rapport avec la laïcité? Voilà. Et si enfin un élève prétend que c'est Dieu qui a créé le monde et que l'évolution des espèces, c'est un mythe, ce sont des mensonges.
C'est pareil. Est-ce que c'est une entorse à la laïcité, en quoi ça l'est, etc. Et on s'aperçoit que ça fait émerger des réflexions vraiment intéressantes chez les élèves. Donc partir comme ça de petites situations concrètes, c'est plutôt riche en fait, comme manière de faire, parce qu'on s'aperçoit que les élèves peuvent aller assez loin dans l'analyse ensuite. Sauf quand ils restent sur l'idée que la laïcité, c'est l'interdiction de manifester sa religion. Il y a même des élèves qui ont dit la laïcité, c'est l'interdiction de manifester sa religion dans la rue. Non, dans la rue, on a le droit de porter un signe religieux. Actuellement, en tout cas, c'est encore autorisé. Donc, vous voyez qu'il y a comme ça une diversité des conceptions qui ne sont pas dues à la bêtise des élèves, mais juste à la diversité des discours sur la laïcité qu'on entend dans les médias, etc. Voilà, je voudrais finir du coup en évoquant la dernière question que j'ai promis d'évoquer, c'était comment aborder des œuvres religieuses à l'école laïque. Pareil, c'est une question que je ne peux pas épuiser parce qu'il y a différents enseignants qui peuvent être amenés à le faire, des profs de français, de musique, d'art plastique, d'histoire de l'art et d'histoire tout court. Et en fait, c'est vrai que l'art, les représentations en général, l'histoire de l'art, évidemment, l'histoire musicale est très influencée par le sacré, et c'est important de rappeler que les œuvres inspirées par la religion, créées dans le cadre religieux, ne sont pas exclues de l'étude, et même qu'elles ont une place dans les programmes. Elles en ont toujours eu, mais elles ont eu une place un peu accrue à travers l'idée d'un enseignement, ce qu'on a appelé l'enseignement du fait religieux, conceptualisé par Régis Debray, et qui, avec l'idée qu'on peut parler de religion comme simplement en fait un fait social. Voilà. Donc pour prendre simplement un exemple, je voulais rappeler, peut-être tout le monde ne se souvient pas de ces cours de français en 6e, mais en 6e on étudie notamment les textes fondateurs. On peut étudier par exemple des extraits de l'Iliade, de l'Odyssée, mais on étudie aussi des extraits de la Bible. Et on peut introduire l'étude de la Bible en faisant étudier, en montrant par exemple à quel point les mythes, les histoires issues de la Bible sont présentes dans la culture populaire, dans certaines images, à quel point finalement la Bible a influencé l'histoire des représentations en général, et pas seulement la peinture religieuse par exemple, mais qu'on garde des histoires issues de la Bible dans la culture en général. Et du coup, on peut étudier comme ça des extraits de la Bible en se demandant à chaque fois pourquoi ils ont eu une telle influence, au-delà du religieux. Et ensuite, si évidemment les élèves peuvent soit être athées et se dire mais pourquoi on étudie ça, et il s'agit effectivement de leur dire à chaque fois que ce texte est au programme et qu'on peut l'étudier d'un point de vue laïque, c'est-à-dire qu'il soit pas qui est différent du catéchisme ou de l'enseignement religieux, et qui ne soit pas voilà, on l'étudie comme un texte, et un texte peut être lu dans différents cadres et de différentes manières. Donc un extrait de la Bible, il peut être lu à la messe, il peut être lu au catéchisme, il peut être lu aussi dans le cadre d'un cours de français. Et simplement, il faut rappeler que le texte peut avoir divers usages, mais que là, on en a un parmi d'autres. Et en fait, c'est en essayant de situer finalement le point de vue qu'on a, qu'on peut peut-être désamorcer des contestations de cet enseignement. Pour l'anecdote, notre collègue qui enseigne en 6e, la seule objection qu'il a eue à son cours sur la Bible, c'était de la part d'un élève athée, qui disait que son père ne serait certainement pas d'accord. Et en fait, le collègue a dû
bien expliquer. Et un élève qui a quitté la classe, en fait, lors d'un premier cours. Et le collègue a dû expliquer aux parents et à l'élève l'enjeu et la justification de cet objet du programme pour qu'il soit accepté. Pareil, ce regard et cette façon laïque d'aborder des objets religieux, ça peut évidemment se jouer aussi en histoire. On peut visiter une église d'un point de vue architectural ou d'histoire de l'art. Et il s'agit à chaque fois d'expliquer, finalement, de distinguer entre l'usage qu'on peut appeler cultuel et l'usage culturel d'un lieu, d'un objet. Voilà, donc finalement, c'est avec cette notion des usages qu'on peut peut-être arriver parfois à faire comprendre à des élèves, s'il y a contestation, qu'on peut parler d'objets relevant de la religion à l'école. Après, s'ils disent qu'on n'étudie jamais le Coran, etc., ça c'est une autre histoire, parce que c'est une question de place, de proportion des religions ou des choses dans les programmes. Voilà, pour cette question pratique, je préfère m'arrêter là, et puis laisser la place aux questions, pour développer uniquement ce qui peut intéresser certains d'entre vous, ou d'ailleurs, de Mont-de-Marsan ou des autres salles.